Et pour cette revue, nous allons lire quelques articles de presse qui sont sortis aujourd'hui ou hier. Juste avant le week-end, ça tombe bien, on va avoir quelques articles intéressants. Alors, comme je vois qu'il n'y a personne, c'est pas grave, je vais moi-même choisir les articles obligatoires. Donc je vais commencer par: y a-t-il décalage entre le cadre législatif et une LGBTQI+, moins phobie ordinaire? Alors c'est un titre compliqué, mais il s'agit de savoir est-ce que les lois accompagnent bien les changements de société liés au changement d'orientation sexuelle, etc. Donc c'est ça la question. Alors on va commencer la lecture à la fin de la musique évidemment. Donc je bois encore un petit peu d'eau. Je n'ai plus d'eau. Ah, je vais boire encore un petit peu. Eh bien, j'espère que bien vite, il y aura des gens sur ce stream que je vais diffuser sur YouTube juste après avoir fait ce stream. J'espère que bientôt il y aura un pic, parce que vous savez, c'est souvent bien que j'angoisse un petit peu de voir débarquer un peu de monde. Est-ce que est-ce que je vous propose comme programme, etc. Donc, je suis dans cette dualité, dans ces Voilà. On va pouvoir passer à la revue des codes. Eh bien, nous commençons. Y a-t-il un décalage entre le cadre législatif et une LGBTQI+, moins phobie ordinaire? Alors, je rappelle pour ceux qui le demandent, LGBTQI, alors, lesbienne, gay, bi, trans... Ah, QI. J'ignore. J'irai vérifier après l'article. On ira vérifier après l'article. Commençons. La secrétaire d'État à l'égalité des chances, Sarah Schlitz, balise le travail auquel elle s'attellera dans les prochains mois en matière de droits LGBTQI+. Alors voilà. Sarah Schlitz. À l'approche du 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biophobie, il est communément question d'un état des lieux des politiques et de la réalité du terrain. En mars dernier, l'assassinat d'un quadragénaire à Beveren a rappelé avec une acuité toute particulière que l'homophobie est loin d'être enterrée. La secrétaire d'État à l'égalité des chances, Sarah Schlitz, du parti écolo, avance un diagnostic et présente quelques pistes de travail pour les prochains mois. En Belgique, le cadre législatif garantissant les droits des personnes LGBTQI+, et luttant contre les discriminations dont elles peuvent faire l'objet s'est progressivement enrichi au cours des 20 dernières années. On a l'impression pourtant qu'entre celui-ci de plus en plus complet et la réalité de terrain, le décalage subsiste. Où serait alors le problème? Il y a, je crois, un contexte international peu favorable actuellement aux droits LGBTQI+. Je suis dyslexique. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera encore. Ceux-ci ont pu progresser durant plusieurs années, mais subissent actuellement une forme de recul dans certains pays bien connus, mais aussi dans d'autres comme les pays scandinaves, pourtant réputés progressistes, ou encore l'Allemagne, la Belgique, La Belgique n'échappe pas à cette tendance internationale. Si nous avons avancé assez vite en Belgique vers un cadre législatif aujourd'hui considéré, par contraste avec ce qui se passe dans d'autres endroits du monde, comme hyper progressiste, alors que dans un certain sens, nous n'avons fait qu'étendre aux personnes LGBTQI+, des droits évidents pour les personnes hétérosexuelles. On doit bien constater effectivement un décalage entre ce cadre législatif et une LGBTQI+, moins phobie ordinaire. L'expression est entre guillemets. Certains chiffres sont alarmants. Voilà, je vais mettre au milieu, comme ça vous pouvez lire l'article en même temps que moi. Certains chiffres sont alarmants. Si on s'intéresse au ressenti des personnes LGBTQI+, on voit ainsi par exemple qu'une majorité d'entre elles n'osent pas tenir la main de leur partenaire en rue, ou qu'une sur deux seulement fait son coming out sur son lieu de travail.
Tout cela démontre, je crois, un climat encore hostile et appelle des réactions, notamment politiques, pour continuer à faire progresser le cadre législatif, mais aussi pour améliorer le travail de sensibilisation et de prévention. Ici, le soir, plus, qui propose cet article, nous propose de lire aussi, faut-il une troisième case sur les cartes, sur la carte d'identité. Donc, si ça vous intéresse comme sujet, je vous invite à lire cet article-là aussi, que j'ai lu et qui est très bon. L'on sait que la loi transgenre doit être revue après avoir été recalée en partie par la Cour constitutionnelle, qui a estimé que forcer les personnes non-binaires à s'identifier soit comme homme, soit comme femme était problématique. Quelle piste préconisez-vous? L'ajout d'une case X, ou plutôt la suppression de l'identité de genre comme élément de l'état civil? L'arrêt de la Cour dit tout d'abord qu'il faut mettre fin à l'irrévocabilité du changement de genre. Au-delà, la Cour invite effectivement à sortir de la binarité stricte en proposant même plusieurs pistes. L'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes a demandé à l'Equality Law Clinic de l'ULB de les étudier en explorant notamment ce qui s'est fait à l'étranger à ce sujet ou encore en considérant l'enregistrement du genre et son inscription sur la carte d'identité sous un angle historique. Au bout de ce travail, l'Equality Law Clinic nous décourage de suivre la piste de la case X, trop restrictive selon elle, et met l'accent sur deux pistes. D'une part, la création de plusieurs catégories non déclarées, genre fluide, etc., à définir avec les personnes concernées. D'autre part, l'invisibilisation qui peut intervenir à différents niveaux, sur la carte d'identité seulement ou sur la puce par exemple. Les milieux féministes se tracassent de cette invisibilisation, qui dans certains cas peut gêner l'établissement de statistiques basées sur le critère du genre. Note de la rédaction. Je peux entendre cette inquiétude, bien sûr. Toutefois, je note qu'on a un référencement très fort actuellement, et que ce n'est pas pour autant que l'on a des statistiques de qualité suffisantes. Ici, un autre article nous est proposé, que je n'ai pas lu. Malgré les résistances, l'écriture inclusive progresse-t-elle dans les usages? Voilà. Moi, ça ne m'a pas intéressé, mais peut-être que vous vous intéressez à l'écriture inclusive, et donc vous pourriez être intéressé par cet article. Mais donc, vous abandonneriez l'option de la case X? La question est posée. En tout cas, ce n'est pas une piste retenue dans le rapport. Par ailleurs, les associations concernées n'y sont pas favorables non plus. Donc, a priori, non. Ce profil, reprise de la question, se profile également, fin d'année, le plan interfédéral contre les discriminations et les violences à l'égard des personnes LGBTQI+. Ce plan s'appelle SOGIESC. Que contiendra-t-il? Le processus de co-construction n'a pas encore débuté, il se fera avec les régions et les communautés. Mais ce qu'on veut, c'est un plan concerté avec la société civile, avec comme grands axes la santé, la sécurité et l'enseignement, pour coller au ressenti du terrain. Certains experts insistent sur la nécessité de penser les discriminations de façon transversale dans les politiques publiques. Est-ce que des choses sont prévues à cet égard pour éviter notamment que des politiques génèrent elles-mêmes des discriminations? Avant la réponse, nous est proposé un autre article, Voile dans l'enseignement supérieur, un monde laïque divisé. Alors ça pourrait peut-être vous intéresser, c'est très polémique pour le moment, hein, donc cette question de la laïcité, du voile, des ports de signes religieux en général, puisque on ne peut pas cibler expressément une religion, ce serait contraire au droit. Donc voilà, toutes les religions. Alors, donc je reviens à la question. Certains experts insistent sur la nécessité de penser des discriminations de façon transversale dans les politiques publiques. Est-ce que des choses sont prévues à cet égard pour éviter notamment que des politiques génèrent elles-mêmes des discriminations? Réponse. Avec le plan interfédéral, on sera déjà dans quelque chose de transversal, mais en la matière, l'attention à avoir doit être permanente. Oui, l'attention à avoir doit être permanente. Chose que j'essaye de faire dans les compétences qui sont les miennes. Par exemple, dans la gestion de la crise, certains ont pu nous reprocher de ne penser qu'en termes de famille, avec un papa, une maman et deux enfants. Avec parfois des témoignages qui nous revenaient de couples homosexuels obligés en rue de se lâcher la main, alors qu'en tant que couple, ils avaient tout à fait le droit de ne pas respecter les 1,50 m.
Ou encore de ce couple de femmes lesbiennes dont le donneur venait de l'étranger, n'a jamais pu arriver en Belgique, donc il faut vraiment travailler à instaurer une vision inclusive. Voilà, c'est la fin de ce premier article. Je le trouve pas fantastique, mais je trouvais intéressant de poser le sujet de, de l'inclusivité de notre société. Cette capacité à inclure euh, des choix de vie, des identités de vie qui soient différentes de ce que les standards nous ont appris. Donc ça me paraissait important d'ouvrir ce débat-là. Alors, un deuxième article concerne le plan de relance européen. Donc cette fois-ci, j'ai choisi un article qui parle de l'Union européenne parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. On renvoie souvent les politiques à l'échelle nationale, alors qu'en réalité, ce n'est plus vraiment le cas. Nous sommes subordonnés à des décisions supranationales qui nous viennent de l'échelle européenne. Donc je crois qu'il convient de s'intéresser à ce sujet. Et pour ce faire, je vous propose un article qui revient sur le plan de relance européen et une question: peut-il nuire à l'état de droit, ce plan de relance européen? Donc je commence. Ce petit article a été publié par Maria Udrescu, écrit par Maria Udrescu et publié le 13 du 5. Donc, l'Union européenne s'apprête à injecter 750 milliards d'euros dans l'économie européenne à travers le plan de relance. Ces fonds s'exposent aux abus dans des pays où l'état de droit bat de l'aile. Le cas polonais et hongrois inquiète. Ouvrez les guillemets. L'Union européenne a financé l'érosion de la démocratie en son sein. Fermez les guillemets. Ce paradoxe, tel qu'énoncé par Daniel Kellman, professeur de sciences politiques à l'université Rutgers du New Jersey, hante les institutions européennes depuis au moins une décennie. Soit depuis que le gouvernement hongrois puis le polonais se sont engagés dans une dérive autoritaire, bafouant les valeurs de l'Union, tout en restant maîtres de la distribution des fonds européens sur leur territoire. Donc vous voyez, ici on tombe directement sur le sujet, c'est-à-dire quelle est la place de la souveraineté face à l'Europe. Donc c'est vraiment là que se situe le débat, selon moi, c'est quelle est la place de la souveraineté? Est-ce que un pays a le droit de ne pas respecter les valeurs de l'Union européenne? Qu'importe quelles sont ces valeurs, je ne porte pas de jugement là-dessus. Nous allons apprendre plus tard que oui, ce sont des dérives autoritaires, oui, il y a des nids de démocratie, oui, il y a une tentative de conservation du pouvoir par des partis ou des mouvements euh, qui y sont, mais qu'en est-il de l'autodétermination des peuples et de leur souveraineté? Voilà la question que je pose. Alors, on ne va pas y répondre tout de suite, on va poursuivre l'article. Selon M. Kellman, les fonds de l'Union européenne ont joué un rôle dans le renforcement de ces régimes. Et ce problème s'intensifie. Fermez les guillemets. A fortiori, à l'heure où l'Union européenne s'apprête à faire un emprunt inédit de 750 milliards d'euros, que les 27 vont se partager sous forme de subventions, 390 milliards de prêts et 360 milliards sous forme de subventions, 390 milliards, et de prêts, 360 milliards, afin de relancer leur économie, affaiblie par la pandémie de Covid-19. L'ampleur de cet exercice de solidarité européenne est historique. Le défi d'assurer que ces fonds ne desservent pas les valeurs de l'Union européenne l'est donc tout autant. Bien que l'Union dispose en théorie d'outils pour le relever, plusieurs sources européennes indiquent à la Libre que les volontés politiques des 27 de s'attaquer au sujet pénible de l'état de droit n'est, elle, pas garantie. Décryptage. Les fonds européens exposés aux abus systémiques en Hongrie. Ouvrez les guillemets. En Hongrie, en 11 ans, les amis proches de la famille du Premier ministre, Viktor Orban, sont devenus incroyablement riches. Beaucoup d'entre eux grâce à des contrats publics. Fermez les guillemets. Constate l'Allemand Daniel Freund, eurodéputé du groupe des Verts et membre de la commission du contrôle budgétaire, AFCO, au Parlement. Or, la Hongrie est l'un des États membres les plus dépendants des fonds européens, qui représentent entre 2 et 5% du produit intérieur brut, le PIB annuel du pays, avant la pandémie.
Proportionnellement, elle figurera parmi les principaux bénéficiaires du budget européen 2021-2027, qui s'élève à près de 1100 milliards d'euros. Le pays obtiendra également autour de 16 milliards d'euros, dont près de la moitié en subventions, de l'enveloppe du plan de relance Next Generation Europe. Autant de fonds exposés aux abus signalés en Hongrie, comme l'a illustré récemment une loi votée le 27 avril par le Parlement hongrois. En vertu de celle-ci, l'État va céder une part considérable de ses actifs à des fondations contrôlées par des alliés de M. Orban, dont la majorité dirigera les universités publiques. Dans ce contexte, le plan de Budapest de consacrer 4 milliards d'euros de fonds de relance de l'Union à la rénovation des universités a piqué au vif les institutions européennes. La Hongrie a donc fini par rétropédaler, assurant que le développement des universités se fera principalement sans les fonds de l'UE, selon le ministre du cabinet cité par Bloomberg. Et en Pologne, donc voilà ici, Magaros, je ne sais pas qui est cette personne, mais en tout cas cette photo vient de l'agence France Presse, nous le savons. Alors ça c'était pour le cas de la Hongrie. Et en Pologne, En plus d'être en plus d'être le plus grand bénéficiaire des fonds de cohésion du budget européen, la Pologne est aussi un des pays les mieux servis par le plan de relance, 58 milliards d'euros, dont près de 30 de subventions. Le pays a jusqu'ici fait ses preuves en matière d'utilisation des fonds européens, observe une source européenne. Les inquiétudes concernant Varsovie ne portent donc pas tant sur des pratiques de népotisme et de clientélisme en tant que telles, mais plutôt sur la destruction fulgurante de l'indépendance de la justice. Ouvrez les guillemets, l'érosion constante de l'état de droit et du contrôle démocratique a créé des conditions propices à l'épanouissement de la corruption au plus haut niveau du pouvoir. Fermez les guillemets. Alerte Transparency International, qui alerte sur une chute vertigineuse de 5 places de la Pologne dans le classement 2020 selon l'indice de perception de la corruption. À ce titre, la Pologne et la Hongrie se distinguent d'autres pays, Bulgarie, Roumanie, Croatie, souvent pointés du doigt en raison du haut niveau de corruption. Dans certains États, on voit des réformes ici et là pour permettre aux politiciens d'échapper à la justice. Mais en Hongrie et en Pologne, on observe un démantèlement systématique de la démocratie afin de permettre aux partis au pouvoir de le conserver. Le pouvoir accapare les médias et les utilise comme instruments de propagande, s'empare de la justice et y place des juges inféodés au pouvoir, met la main sur le système éducatif pour enseigner ses doctrines dans les écoles, prive d'argent les ONG progressistes pour étouffer toute contestation, fermez les guillemets, note Israel Butler, responsable du plaidoyer pour Civil Liberties Union for Europe. D'où l'attention particulière accordée à ces deux pays, où les fonds européens pourraient alimenter une tendance autoritaire que l'UE tente d'enrayer. Notons aussi que Varsovie et Budapest ont refusé de participer au parquet européen, nouvelle arme de l'Union contre la fraude et la corruption, qui doit démarrer ses activités en juin. Le plan de relance offre un levier d'action pour l'UE. Avant d'accéder à la manne financière du plan de relance, les 27 doivent d'abord faire valider leurs plans nationaux par la Commission. Le règlement établissant la facilité pour la reprise et la résilience, principal outil de Next Generation Europe, exige de chaque État qu'il consacre au moins 37% des dépenses liées au fonds pour atteindre les objectifs climatiques et au moins 20% pour la transition numérique. Il doit également tenir compte des recommandations spécifiques qui lui sont adressées chaque année dans le cadre du semestre européen. Entre parenthèses, outil de coordination des politiques économiques et budgétaires des États membres. Cela donne à l'UE un certain levier pour réclamer à la Hongrie et à la Pologne des réformes. En se basant sur les problèmes graves soulignés dans le semestre européen 2020, la Commission exigerait de Budapest qu'il renvoie son cadre législatif des marchés publics, avant de mettre à sa disposition les fonds de relance. Dans un document obtenu par Reuters, elle constate. Alors Reuters, on va regarder tout de suite ce que c'est. Alors, Reuters. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qui vous êtes, les gars. Cliquez sur Contact.
Investigation, lifestyle, technologie, world. On va taper sur home. Ça a l'air d'être une agence de presse, hein, quand même. Je crois que c'est une agence de presse, mais on va regarder. On va regarder ce que nous dit Google. Ok, c'est une agence de presse. Reuters est une agence de presse fondée en 1851 à Londres. Elle fait partie des agences de presse mondiales et généralistes activées historiquement, qui représentent une petite partie de son chiffre d'affaires. Activité historique qui représente une petite partie de son chiffre d'affaires, majoritairement consacrée à l'information financière. Ok, près de 2400 journalistes. Ok, d'accord, il y a du monde hein, quand même derrière. Donc voilà. Donc il y a la réputation mondiale de Reuters. Dans un document obtenu par Reuters, elle constate que la concurrence... Donc on reprend le paragraphe, on va plutôt faire comme ça me semble mieux pour tout le monde. Je vais boire un coup d'eau. Voilà. Cela donne à l'UE un certain levier pour réclamer à la Hongrie et la Pologne des réformes. En se basant sur les problèmes graves soulignés dans le semestre européen 2020, la Commission exigerait de Budapest qu'il revoie son cadre législatif des marchés publics avant de mettre à sa disposition les fonds de relance. Dans un document obtenu par Reuters, elle constate que la concurrence, donc ouvrez les guillemets, la concurrence dans les marchés publics est en pratique insuffisante, fermez les guillemets, en Hongrie, citant des irrégularités systématiques, entre guillemets. En ce qui concerne la Pologne, les recommandations du semestre européen rappellent les inquiétudes exprimées de longue date par la Commission concernant l'état de droit et font état de faits récents qui mettent en péril le fonctionnement de l'ordre juridique polonais et de celui de l'Union. Ah, ici, on a une superbe photo de ces européens. Ils ont des beaux costumes, non? Ils sont bien habillés. Ouais. L'enjeu est de taille, puisqu'il en va de la cohérence de l'action européenne. Ouvrez les guillemets, l'UE pourrait difficilement accepter un plan de relance boiteux, qui pose des problèmes du point de vue de l'indépendance de la justice, et puis épingler ces mêmes problèmes dans le cadre d'autres procédures. L'analyse des plans de relance doit être consistante avec l'ensemble du travail, fermez les guillemets, mené par l'UE pour défendre l'état de droit, met en garde une source bien au fait du sujet, même si les objectifs économiques risquent bien d'être privilégiés par la Commission. Reste qu'il n'est pas un outil de défense de l'état de droit. Sous la pression des pays dits frugaux, Pays-Bas, Danemark, Suède, Autriche, les États membres ont aussi obtenu un droit de regard sur les plans de relance nationaux de chacun, qui devront être approuvés à la majorité qualifiée des 27. Une fois que chaque pays aura obtenu le feu vert de ses pairs, il recevra 13% de préfinancement des montants qui lui sont réservés. À ce stade, ouvrez les guillemets, je ne sais pas à quel point on sera en mesure d'examiner de près, en quelques semaines, 27 documents de 2000 pages chacun. D'autant qu'on a l'impression que certains États membres ont déjà convenu de ne pas s'attaquer les uns les autres. Avoue cependant une source européenne. Ouvrez les guillemets, chaque pays veut obtenir l'argent promis, et se contente donc sur la défense de son propre projet. L'état de droit n'est pas un souci majeur et très présent, en tout cas pas maintenant. Fermez les guillemets, enchérit un diplomate. Une attention particulière sera certes accordée aux projets de la Hongrie et de la Pologne, mais tout dépend de la manière dont ils sont présentés. S'il y a des propositions clairement problématiques, dans le genre « nous utilisons l'argent pour enseigner aux enfants que l'homosexualité est une maladie », elles seront dénoncées. Mais ces pratiques sont souvent subtiles. Et c'est là toute la difficulté, précise un insider. D'autant que, s'il fait référence aux recommandations du semestre européen, le règlement sur le plan de relance ne tient aucun critère lié à la consolidation de la démocratie, au respect des droits de l'homme ou des valeurs de l'Union. On ne peut pas guérir le monde avec un seul médicament. Le premier objectif est de relancer l'économie. Le deuxième est de stimuler à ces occasions la protection du climat et la numérisation. Ce sont déjà pas mal d'objectifs à atteindre, défend le même interlocuteur. Le plan de relance n'est pas un outil de renforcement de l'état de droit, résume une autre source. Oh,
Angela Merkel. Angela Merkel, chancelière allemande. C'est bien. Des outils pour protéger les intérêts financiers de l'UE. L'économie et l'état de droit sont pourtant intimement liés, rappelle M. Butler. Les investisseurs étrangers n'aiment pas s'implanter dans des pays où ils ne peuvent pas compter sur une justice prévisible. À l'inverse, on sait que la chancelière Merkel, c'est pour ça qu'il y a la photo, hey, a eu du mal à exercer une forte pression pour la défense de l'état de droit en Hongrie, puisque de nombreuses entreprises allemandes y sont basées. Surtout, virgule, l'argent européen, c'est l'argent du contribuable, qui est censé être dépensé pour le bien public. Le professeur Kalman ajoute à ce titre que, souvent, en démocratie, nous nous inquiétons de voir des riches entreprises prendre le contrôle de l'État. Dans le cas de la Hongrie, l'État a pris le contrôle de l'économie. C'est de ce constat qu'est né, en décembre dernier, le régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union. Ce mécanisme permet de suspendre le versement de fonds européens, autant ceux issus du budget européen que ceux du plan de relance, lorsque les violations des principes de l'état de droit dans un État membre portent atteinte ou présentent un risque sérieux de porter atteinte à la protection des intérêts financiers de l'Union d'une manière suffisamment directe. Bon, très ambiguë une phrase, hein, quand même. Ça laisse pas mal de place à l'arbitraire. Non pas que je veuille défendre la Hongrie ou la Pologne, hein, c'est pas ça. Je suis assez d'accord avec le constat qui est fait. Il y a une dégradation de la démocratie dans ces pays, et surtout une prise de pouvoir autoritaire. Mais je trouve malgré tout que les outils dont se dote l'Union européenne, en tout cas celui-ci, prêtent suffisamment à ambiguïté pour qu'ils puissent outrepasser largement son principe directeur. Donc voilà. Cet outil ne vise donc pas la violation des valeurs de l'Union au sens large, c'était le prix à payer pour qu'il obtienne l'aval unanime des 27, notamment des principaux concernés. Autrement dit, il ne permettrait pas de sanctionner la Pologne en raison de la politique de discrimination des homosexuels menée par le gouvernement. Donc ça aussi, vous voyez, c'est compliqué, parce que est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et quel droit avons-nous de dire à la Pologne, non, on ne fait pas ça? C'est compliqué. Mais c'est déjà ça de prix, soupire une source européenne. Les autorités hongroises et polonaises qui ont bataillé pour empêcher la création de ce mécanisme ont in fine obtenu un accord politique pour qu'il ne soit pas utilisé avant d'être avalisé par la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui fait grincer des dents les eurodéputés. Cette régulation est entrée en vigueur au 1er janvier. Si la Commission ne l'active pas avant juin, nous allons la traduire en justice, assure M. Freund. Ok, voilà, c'est compliqué, hein? Mais quelle volonté politique? La question de la suspension des fonds européens reste délicate. Elle va à contresens de l'histoire, du moins telle que l'UE l'avait envisagée, qui voulait que les États membres aspirent naturellement à la consolidation de leur démocratie. Bah oui, voyons. Elle défie les règles tacites d'un club de pays dont les membres n'aiment pas se faire des reproches les uns les autres. Surtout, elle comporte le risque de pénaliser les citoyens qui bénéficient malgré tout de cette aide, et qui plus est à l'heure où ils sont confrontés à la plus grande crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Le fait est que l'Union ne manque pas d'armes pour défendre l'état de droit. Au contraire, le malaise européen face aux États membres qui le bafouent a même stimulé la production d'outils, mais pas forcément leur utilisation. Ainsi, pour M. Kelmen, l'UE n'avait-elle pas besoin du mécanisme de conditionnalité pour suspendre le versement de fonds en cas de problème? C'est que, à chaque fois que les valeurs fondamentales de la démocratie sont attaquées, les dirigeants de l'UE proposent de nouveaux instruments, au lieu d'utiliser ceux dont ils disposent. L'UE finit par ressembler à un bricoleur qui, au lieu de réparer le toit, retourne en permanence chez Brico, et qui risque de se retrouver avec un garage rempli d'outils brillants et une maison qui s'effondre. C'était la fin de l'article, qui finit sur une note assez pessimiste finalement, et qui dénonce le fait que l'Union européenne crée des outils, un peu dans un effet de com',
sans jamais s'attaquer au cœur du problème. Et il est facile de comprendre pourquoi au vu de cet article. Il en va de la liberté de chaque État de vivre au sein de l'Union européenne. Donc, est-ce qu'on contraint les États? Oui, disons qu'on contraigne la Pologne ou la Hongrie, mais ne contraindrions-nous pas un jour un pays tel que l'Espagne, la France, la Belgique, qui sont des pays fondateurs de l'Union européenne et qui pourraient eux aussi, enfin dont les peuples pourraient eux aussi décider de voter. Regardez par exemple la France, qui pourrait en 2022 décider d'élire Marine Le Pen. Si Marine Le Pen est élue, est-ce que l'Union européenne va retenir les budgets de la France? Est-ce que ça ne créerait pas un précédent dans lequel la France pourrait dire mais Frexit en fait. Déjà que vous nous prenez des milliards et que vous nous en vendez moins, et en plus maintenant vous voulez que ce moins que vous nous rendez, vous voulez le diminuer encore. Moi je trouverais ça compliqué, hein, personnellement. Donc voilà, c'était le petit point Europe qui nous montre un petit peu où en est ce plan de relance européen. Alors on nous l'annonce au début de l'article comme étant un plan, attendez je vais retrouver sur le mot, Euh... Un emprunt inédit de 750 milliards. Alors oui, c'est inédit, mais est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est une question que je me pose, surtout au vu de ce qu'a fait Joe Biden récemment. Je ne veux pas citer Joe Biden pour lui lancer des fleurs. Je ne sais pas quelle sera la suite de sa politique. Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Et voilà, vu ses positionnements antérieurs, il se pourrait qu'il opère un peu comme Mitterrand, avec un tournant de la rigueur. Sans doute pas sous le coup des mêmes pressions, mais, euh, mais c'est possible. Donc méfions-nous, restons prudents. Mais cependant, il a fait un emprunt record pour relancer l'économie américaine. Or, la population européenne se compare peu ou prou à la population américaine en termes de style de vie, en termes de nombre, en termes de, de développement. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne relance pas de la même chose, ou même plus, pour stimuler l'économie européenne? Bon voilà, c'est des questions que je me pose. Si vous avez les réponses, n'hésitez pas à les placer dans les commentaires. Hein. C'est intéressant toujours d'avoir vos idées. J'espère, parce que je m'enrichirai avec vos idées. Alors, le troisième article. C'est une activité belgo-belge hein, pour le coup. Donc là, on arrive. Donc jusque là, on avait exploré la Belgique sous le prisme de son inclusivité. Maintenant, nous allons rentrer dans la gestion de la crise du coronavirus. Nous sommes un peu obligés d'en parler, puisque c'est notre actualité depuis maintenant plus d'un an. Donc voilà, premier point coronavirus pour moi. Voilà, comme ça c'est fait. Et cela concerne le coronapass. Alors, coronavirus déclaré mort, le coronapass respire encore. Très, très joli comme formulation. Alors que le Premier ministre Alexander De Croo s'est prononcé contre une société du pass, à l'exception des voyages et grands événements, la possibilité d'offrir des libertés supplémentaires aux vaccinés n'est pas tout à fait encore évacuée. On a-t-on réellement fini avec le Corona Pass à la belge? Oui, si l'on se fie aux propos d'Alexander De Croo, OpenVLD, Premier ministre, devant les députés de la Chambre mercredi au lendemain du comité de concertation. Codeco, comité de concertation. Le Premier ministre a expliqué qu'il ne voulait pas d'une société qui évolue vers une société du pass, où un pass est nécessaire pour aller chez le coiffeur ou au restaurant. De Croo rejoint ici la position prônée depuis un moment par le président du MR, Georges-Louis Boucher. Ce dernier ne cachait d'ailleurs pas sa satisfaction d'avoir obtenu la mort du coronapass lors du comité de concertation du 11 mai, Codeco. À la place du coronapass, un Covid Safe Ticket sera instauré, et ce uniquement lors d'événements réunissant plus de 5000 personnes.
Ce système de ticket Corona est aussi limité dans le temps, entre le 13 août et 30 septembre. Il concernera a priori seulement Tomorrowland, le Pop ainsi que le Grand Prix de F1 de Francorchamps. Donc ça nous intéresse, hein. Nous qui voulons un été dynamique, nous qui voulons faire la fête, nous qui voulons nous libérer des contraintes. Voilà, on a le ticket Corona. L'attestation pourrait être obtenue via le dossier médical électronique e-health ou sur présentation d'un test PCR négatif. Il sera même possible de se faire tester directement à l'entrée de ces événements. Ça c'est bien. Résultat des courses. Le seul pass qui devrait arriver sur nos smartphones dans les prochaines semaines ou mois sera celui établi au niveau européen. Toujours en cours de négociation, il a uniquement pour but de nous faciliter le passage des frontières en toute sécurité sanitaire. Voilà, donc ça c'est peut-être une vision de l'Europe que j'aime un peu plus, quand l'Europe donne la possibilité aux citoyens d'obtenir un peu plus de liberté, et non pas un peu plus de contraintes. La vaccination privilégiée. Les vaccinés privilégiés. Tout cela nous éloigne fortement des pistes avancées par plusieurs experts en politique en Belgique ces dernières semaines, à commencer par Frank van den Broek, Breut, et le ministre-président bruxellois Rudy Verwoerd, PS, tous deux ouvertement favorables à un système permettant aux personnes vaccinées d'avoir la possibilité de regagner de la liberté. Contacté par le soir pour aborder la suite des événements, le ministre fédéral de la Santé, Frank van den Broek, ne souhaitait pas livrer de commentaires supplémentaires, mais les pro-pass n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. La semaine prochaine, le commissariat Corona devrait enfin livrer un rapport commandé par Van den Broek, il y a 2 mois. Ce rapport doit répondre à une série de questions concrètes autour des privilèges dont pourraient bénéficier très prochainement les personnes vaccinées, soit plus de 4 millions de Belges. On pense au fait de pouvoir se rassembler à l'intérieur entre groupes de vaccinés, ou à la suppression des tests et de la quarantaine au retour d'une zone rouge. Des conclusions qui ne manqueront pas de relancer le débat entre ceux qui voient dans le pass une manière d'encourager la vaccination et ceux qui dénoncent une discrimination au sein de la population. Eli Kogan, professeur émérite à l'ULB et spécialiste en médecine interne au Chirec Delta, fait partie du premier groupe, donc les pro-pass. Très remonté après les annonces de mardi soir, celui qui a schématisé dans le détail les avantages d'un Corona Pass considère que le Codeco est à côté de la plaque. Selon lui, De Croo et Boucher font aussi preuve d'un mauvais biais idéologique. Parler d'une société à pass est très réducteur. Répondre à une situation épidémiologique donnée avec un moyen approprié, en rapport avec cette situation, ne va pas automatiquement ouvrir la porte à des dérives. On peut encadrer ce pass avec des garde-fous, comme sa limitation dans le temps, ou en fonction du niveau de l'épidémie. Ce pass est nécessaire. Pour celui qui est aussi représentant de la plateforme Take Care of Care, le raisonnement de ceux qui crient à la discrimination n'a pas de sens. On est en train d'empêcher les personnes dont l'espérance de vie est limitée biologiquement de se réunir parce que tout le monde n'a pas encore eu l'occasion d'avoir accès à la vaccination. Il n'y a aucune raison d'attendre puisque c'est justement le fait d'atteindre un niveau d'immunité collective suffisante qui permettra de ne plus avoir besoin d'un pass. Dernier avis, et pas des moindres, arrivé sur la table en cette veille de long week-end, celui du comité bioéthique, plutôt tiède pour ne pas dire froid, face à l'idée d'un Corona Pass. Ses représentants appellent à une grande prudence et à encadrer strictement son utilisation dans le temps. Si les autorités belges décident finalement de le mettre en place, le Corona Pass devra être encadré par une loi qui définit la méthode, les conditions d'utilisation et la durée des mesures fondées sur la détention du pass. Tout en invitant au débat, le comité se montre intransigeant sur le fait qu'un tel document ne pourra jamais être demandé à l'école, à l'hôpital ou dans les commerces alimentaires. Alors on a une petite rajoute par Monsieur May, des pressions pour rendre les tests PCR gratuits. Les appels se multiplient ces derniers jours pour rendre les tests PCR totalement gratuits, même quand ils sont réalisés pour une cause de confort, par exemple pour partir en vacances à l'étranger. Et ce, tant que tous les Belges n'auront pas eu l'occasion de se faire vacciner. Plaide tant le comité bioéthique que Testachat. Selon le Premier ministre Alexander De Croo, VLD, cela devrait être le cas au plus tard le 31 juillet.
Un test PCR de confort coûte actuellement 50 € par personne, ce qui peut vite plomber le budget de vacances d'une famille avec plusieurs enfants. Ces personnes sont déjà discriminées par rapport aux vaccinés, étant donné qu'ils devront s'organiser et se déplacer dans un centre de testing, souligne Julie Frère, la porte-parole de Testachat. Cela n'a pas ému le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek. Il estime que si on a les moyens de voyager ou d'aller à un grand événement, on a le moyen de payer un test. Alors ça, je suis pas d'accord. C'est la fin de l'article, mais je suis pas. C'est compliqué. Tout est compliqué, vous me direz, hein. Mais ici, je suis dubitatif. Je trouve que si on instaure un Corona Pass, même s'il s'agit d'un ticket, uniquement pour les événements extérieurs, et qu'il est disponible si on est vacciné ou on a un test PCR, alors je trouve que le test PCR devrait être gratuit. Sinon, il s'agit de facto d'une discrimination, puisque ceux qui ne pourront pas payer le PCR ne pourront pas payer. Ceux qui ne pourront pas se payer le PCR n'obtiendront pas le ticket pass et donc ne pourront pas se rendre dans un événement. Donc voilà, je trouve, voilà, dans cette dynamique, il y a du pour, il y a du contre. C'est le débat qui se joue. On va voir dans les jours prochains ce que ça va donner, évidemment. Un article intéressant. Je vais boire un coup d'eau. Regarde s'il y a quelqu'un. Non, il n'y a personne. Très bien. On va continuer. En même temps, c'est le début. Hein, c'est la deuxième revue des Coquelicots, donc pas d'inquiétude. Les gens viendront à un moment ou à un autre. Peut-être vous, peut-être toi. Voilà, je vois. On verra. On verra. Alors, troisième article. Attendez, 1, 2, 3, quatrième article. Ouh là là. Et il n'est que 8h40. Ouhou, ça file, hein. Alors là, j'avais vraiment envie de lire cet article parce qu'il parle de la presse. Oh, j'ai pas dit qui avait écrit l'article ici. Voilà, c'est l'article sur le coronavirus. Le coronapass a été écrit par Maxime Biermet, journaliste du service politique du Soir. Il l'a publié le 15 du 5 2021. 6 heures. Voilà, ça on le sait. Et maintenant, le New York Times. Donc c'est un article écrit par Christian Meyer, du journal Die Welt. Die Welt. Et qui va aborder la question du New York Times. Donc, journal mondialement connu, donc ça peut être d'intérêt. C'est un peu plus détente, voilà, c'est un peu plus léger. Et le titre est « Le célèbre New York Times est-il en réalité un activiste du mensonge ?» Voilà. Vous voyez, le titre envoie un peu du pâté, comme ça. Donc, on va pouvoir regarder ça et se dire, se faire une raison. Mais je pense que je vais faire une petite pause. Je fais la pause maintenant ou je le fais après l'article? On va voir la longueur de l'article. Ouais, ça va, je peux encore le lire avant de faire un problème. Alors, le célèbre New York Times est-il en réalité un activiste du mensonge? Un auteur américain cherchait des preuves de cette accusation dans le passé. Et il en a trouvé non seulement dans des rapports sur l'Union soviétique, mais aussi sur le national-socialisme. Avec l'ENA, découvrez le meilleur du journaliste européen. Donc ça c'est la rubrique l'ENA du Soir Plus. La présidence de Donald Trump était une aubaine pour le New York Times. Tant qu'il régnait sur la Maison Blanche, le nombre d'abonnés augmentait à un rythme sans précédent. Avec son rejet clair du président et ses recherches associées, il était devenu le foyer journalistique de nombreux nouveaux lecteurs. D'ici 2025, l'éditeur du journal souhaite atteindre 10 millions d'abonnés payants, contre un peu moins de 8 actuellement. La semaine dernière, cependant, il est apparu clairement qu'avec le président Joe Biden au pouvoir, le journal aurait un peu plus de mal à atteindre cet objectif, car l'intérêt pour l'actualité a sensiblement diminué depuis que Trump a cessé de faire parler de lui au quotidien. L'émergence d'un nouveau McCarthyisme. Mais cette révolution n'est probablement qu'un problème mineur pour le journal le plus célèbre du monde. En effet, cela fait déjà un moment que le tonnerre gronde en interne. L'année dernière, James Bennett, le responsable conservateur des pages de commentaires, a quitté la rédaction du journal. Pas vraiment de son plein gré.
En promouvant la publication d'une tribune du sénateur républicain Tom Cotton, elle a soulevé une véritable vague d'indignation en interne. Les rédacteurs noirs du journal, en particulier, ont protesté contre le passage dans lequel Cotton plaidait en faveur d'une intervention de l'armée lors des manifestations organisées après le meurtre de George Floyd. Donc voilà, directement on est dans le vif. Donc on voit que les mouvements à l'intérieur de la rédaction sont fortement liés à l'actualité. Donc il y a réellement des prises d'opposition qui sont vécues comme négativement par les rédacteurs du journal. Si on nous précise qu'ils sont noirs, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui se précise aux États-Unis, contrairement à ce qui se fait en Europe. Alors peu de temps après, la chroniqueuse Barry West a quitté son poste. Dans une lettre ouverte adressée au directeur de publication, c'est compliqué, hein, Sulzberger, elle a écrit que l'autocensure était devenue la norme au Times, qu'on assistait à l'émergence d'un nouveau McCarthyisme. Selon elle, les histoires et commentaires qui vont à l'encontre de l'idéologiquement correct ne suscitent qu'hostilité et discrimination. Enfin, il y a également le cas du rédacteur scientifique Donald McNeil Jr., qui a abandonné sa casquette de journaliste au bout de 45 ans de bons et loyaux services. Lors d'un voyage d'études, des étudiants lui avaient demandé quelles pouvaient être les conséquences de l'utilisation du gros mot nègre. Dans sa réponse, il avait lui-même utilisé le mot tabou. Près de 2 ans après les faits, cette histoire a été rendue publique par un portail en ligne et quelques 150 employés du New York Times ont exigé l'ouverture d'une enquête. Le rédacteur en chef, Dean Baquet, s'est alors prononcé contre McNeil. Donc on voit qu'il y a vraiment des tensions. D'après un sondage organisé au sein de la rédaction, seuls 51% des collaborateurs du journal sont d'accord pour dire qu'il existe un libre-échange d'opinions et que personne n'a peur de dire ce qu'il ou elle pense. Ce qu'elle ou il pense. Le New York Times doit-il donc son succès à une subordination de sa ligne éditoriale à l'esprit du temps résolument de gauche? Une organisation particulièrement défectueuse. C'est en plein milieu de cette crise identitaire que paraît un livre qui, si l'on en croit la préface, s'est donné pour objectif de faire tomber le journal de son piédestal. Il s'intitule The Grey Lady Winked. Son auteur, Ashley Rinsberg, un Américain résidant à Tel Aviv, affirme avoir travaillé sur ce livre pendant plus de 10 ans et l'avoir maintenant publié en auto-édition. Car, écrit-il dans son introduction, aucun éditeur n'a osé publier son manuscrit. Pas étonnant quand on sait que l'ouvrage a pour sous-titre How the New York Times Missporting, Distortion and Fabrication Radically Alter History. Comment les fausses informations, les distorsions et les inventions du New York Times ont radicalement transformé l'histoire. Dans les 10 chapitres que compte son ouvrage, Ashley Rinsberg accuse le journal non seulement d'avoir commis des erreurs, mais aussi d'avoir diffusé systématiquement de fausses informations pendant plusieurs décennies, que ce soit dans ses reportages sur le Vietnam, Cuba, la famine dans l'Union soviétique ou le déclenchement de la guerre en Irak. Selon lui, le New York Times est une organisation particulièrement défectueuse. Ces erreurs trouveraient leurs origines dans les intérêts de la famille Hoch-Sulzberger, propriétaire du journal, et rien n'aurait été fait pour les corriger. En fin de compte, si l'on en croit la théorie de Ritzberg, le New York Times a longtemps encouragé un journalisme militant, parce qu'il n'aurait pas fallu nier la famine dans l'Ukraine d'aujourd'hui, parce qu'il sympathisait avec la Russie de Staline, ou encore Castro, qu'un journal du Times a même qualifié de réformateur démocratique. Donc c'est vraiment, voilà, on est un peu dans la sphère complot-complot, mais ça a été publié par un journal. Donc on se dit quand même que derrière il y a de la source, il y a peut-être le gars qui a écrit le livre a peut-être réellement fait une recherche profonde sur le travail du New York Times. Donc voilà, on va lire la suite pour comprendre un peu mieux. Un autre point, l'échec journalistique le plus cuisant du siècle. Un autre point plus que sensible concerne la couverture de l'Holocauste, qui était étrangement limitée à l'époque, même comparée à celle d'autres journaux aux États-Unis. Un point qui a déjà été abordé par d'autres auteurs il y a plusieurs années, notamment par Laurel Leff, spécialiste des médias, dans son ouvrage intitulé Buried by the Times. Mon accent anglais est déplorable, hein, excusez-moi, j'améliorerai ça avec le
Ah non, personne. Bien. En 2001, à l'occasion de son 150e anniversaire, le journal lui-même a publié un article de l'ancien rédacteur en chef d'origine allemande, Mark Frankel, qui n'avait alors pas hésité à qualifier la couverture de l'Holocauste par le Time de l'échec journalistique le plus cuisant du siècle. Ashley Rinsberg ne cite pas Frankel, mais réitère son constat honteux. En 6 ans, l'Holocauste n'a fait l'objet que de 6 articles en première page. Laurel Leff explique cet échec par le fait que les propriétaires du journal ne voulaient pas que leur publication soit perçue comme un quotidien juif. Ils avaient quitté l'Allemagne pour s'installer en Amérique et se comptaient parmi les juifs libéraux désireux de s'intégrer aux États-Unis, ce qui les aurait amenés à suivre une ligne journalistique presque passive, même s'il aurait été impérieux de publier des reportages et des révélations sur les crimes commis par les nazis. Le parrain des fake news. Ce livre s'inscrit parfaitement dans la période actuelle, une période où les médias dits traditionnels font l'objet de critiques sévères. Oui, nous critiquons sévèrement les médias. Et où l'on accuse sans détour de diffuser de fausses informations, et où l'on se demande également dans quelle mesure les médias peuvent ou veulent encore être objectifs. Le point faible de ce livre, c'est que la seule intention de Rinsberg semble être de délégitimer complètement le New York Times. Pour lui, s'il y eut abus de pouvoir de la part des éditeurs depuis la fondation du journal en 1851, il est encore plus marqué aujourd'hui. Les promoteurs du livre n'ont d'ailleurs pas été choisis au hasard. L'avant-propos a été rédigé par le professeur en études des médias, Mark Crispin Miller, qui a notamment remis en question la version officielle des attentats du 11 septembre sur son blog. Le New York Times se livre systématiquement à la désinformation, écrit-il de façon lapidaire. En avril dernier, dans le cadre d'une interview accordée au site d'information d'extrême droite, Breitbart, Ashley Ginsberg n'a pas hésité à affirmer que le Times était le parrain des fake news. Cette attaque frontale n'est probablement pas des plus constructives, mais son existence en dit long. Le journal mérite de meilleures critiques. Donc voilà, un article sur le New York Times critiqué, euh, porté en étendard de la désinformation. Euh, Qu'en est-il réellement? Il y a plus de questions posées dans cet article que de réponses apportées. Et c'est assez perturbant. J'aime bien ça. J'aime bien ça quand un article nous pose plus de questions qu'il ne résout, qu'il nous propose de réponses. Une question euh, permet toujours de réfléchir sa composition, la notion des termes, alors qu'une réponse, on peut l'avaler tout cru. On a une question, une réponse, on l'avale tout cru. Alors que simplement une question, on est en droit de se dire, mais quelle est la réponse? Et on imagine la réponse, on cherche à l'imaginer, et parfois on est obligé de reconditionner les termes de la question pour pouvoir comprendre, pour pouvoir répondre à la question. Donc ici, une des questions principales qui est posée, c'est est-ce que les médias aujourd'hui euh, peuvent encore se targuer d'objectivité? Est-ce qu'on a aujourd'hui le droit de juger les médias du passé à l'aune de nos critères à nous? Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'anachronisme là-dedans? Attention. Voilà, donc c'était un article que je juge intéressant, même si c'était pas le plus fameux que j'ai lu dans ma vie, hein, je ne le cache pas. Alors, ici, il y a le choix, donc je vais pas lire les deux, je vais faire une pause d'abord, et puis ensuite, je choisirai entre les deux articles qui sont devant moi. Les Arabes israéliens sont les Palestiniens de 1948. Petit article assez court, peut-être que je lirai les deux. Ici, conflit israélo-palestinien, l'armée israélienne fait marche arrière et dit finalement ne pas être entrée dans Gaza. Donc voilà, nous avons deux actualités sur le conflit israélo-palestinien qui occupent beaucoup de place pour le moment. Je vais sans doute lire les deux en commençant par ce petit article, donc vous voyez il est assez court. Et ensuite je lirai celui-ci, qui est assez court aussi. Et ce sera la fin du live à ce moment-là, donc on va encore discuter. S'il y avait du monde dans le live, nous aurions discuté. Nous aurions pu échanger au sujet des différents articles que j'ai lus, j'aurais pu lire vos commentaires, c'est le but. Voilà, à terme, c'est le but. Si des gens commencent à me rejoindre, à suivre mes contenus, euh, le but c'est l'échange, le but c'est le partage, et on pourrait clairement voilà, profiter de cette occasion pour échanger nos avis, pour discuter de tout ça. Je vais passer en mode principal.
Et ensuite en mode de retour bientôt, c'est comme ça que vous avez la petite musique. Ah non, elle s'est coupée. Donc voilà. J'annonce, hein, bientôt de retour, donc je vais faire une petite pause qui va durer environ 10 minutes. Et ensuite, nous lirons les deux articles. Mais en attendant, pour vous occuper, comme je suis un mec sympa, je vous ai mis un jeu des 7 erreurs. Donc pour l'instant, ça n'intéresse personne, mais à l'occasion, s'il y a du monde, vous pourriez être intéressé par un concours de qui va le plus vite pour trouver les 7 erreurs. Voilà, je vous abandonne.
personne ne m'entend, personne ne m'entend. Ah, si, ça y est, vous m'entendez. Je suis de retour, après une pause de 10 minutes, comme prévu. Alors, nous allons donc nous consacrer maintenant aux deux articles sur le conflit israélo-palestinien. Donc un de la Libre et un du Soir. Donc le premier, ce sera celui de la Libre, qui est une reprise de l'agence France Presse. Donc on va pouvoir lire ça. Alors, conflit israélo-palestinien. L'armée israélienne fait marche arrière et dit finalement ne pas être entrée dans Gaza. Après avoir annoncé la présence de ses soldats dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a fait marche arrière vendredi, évoquant un problème de communication interne, à l'heure où le bilan de ses frappes dans ce territoire palestinien cette semaine franchit le seuil des 100 morts. Donc oui, il faut savoir que la bande de Gaza est extrêmement peuplée. Bah, quand tu te mets à tirer, forcément tu touches des gens. Ça. Alors, l'aviation israélienne et des troupes au sol mènent actuellement une attaque dans Gaza, a d'abord écrit l'armée dans un bref message. Interrogé par l'AFP, le porte-parole de l'armée, Jonathan Conricus, a confirmé que des soldats étaient entrés dans la bande de Gaza contrôlée par les islamistes du Hamas, sans préciser leur nombre, ni la durée, ni l'étendue de l'opération. Puis, 2 heures plus tard, le porte-parole de l'armée israélienne a émis une clarification pour dire qu'il n'y avait actuellement pas de troupes, actuellement pas de troupes dans la bande de Gaza. Interrogé à nouveau, le porte-parole de l'armée a expliqué cet imbroglio apparent par un problème de communication interne, et que des troupes bombardaient Gaza, mais de l'extérieur du territoire. Donc voilà, apparemment c'est important, c'est depuis... Voilà, vous voyez mieux du coup. Ah oui. Donc ça paraît important qu'ils tirent depuis l'extérieur du territoire, hein. Donc bah, c'est toujours des tirs, donc il y a toujours des morts, mais depuis l'extérieur du territoire. Peu après minuit, des groupes armés palestiniens dans la bande... Il faut savoir que je suis contre les militaires. Je suis contre l'armée. Euh, je trouve que c'est une institution dépassée, qu'on devrait pouvoir passer à autre chose. Mais bon, il y a toujours des conflits dans le monde, donc toujours besoin d'une armée. Peu après minuit, des groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza ont tiré un nouveau barrage de roquettes vers le sud d'Israël, limitrophe de l'enclave palestinienne. Ah oui, je crois que c'est 3 tirs de roquettes qui ont été tirés, depuis un pays limitrophe directement vers Israël. L'armée avait massé jeudi chars et véhicules blindés le long du territoire palestinien, d'où les troupes israéliennes s'étaient retirées unilatéralement en 2005, et le ministre de la Défense a donné le feu vert à l'armée pour mobiliser au besoin des milliers de réservistes. La dernière opération militaire israélienne dans la bande de Gaza, territoire de 2 millions d'habitants soumis à un blocus israélien depuis plus de 10 ans, remonte à 2014. La guerre entre Israël et le Hamas avait alors duré 50 jours et fait au moins 2251 morts côté palestinien, en majorité des civils, et 74 côté israélien, presque tous des soldats. Dans la nuit, l'aviation israélienne a poursuivi ses bombardements de sites du Hamas, alors que des centaines d'habitants palestiniens ont dû quitter leur maison précipitamment pour fuir les frappes, selon des témoins et des journalistes de l'AFP sur place. Depuis le début de ce nouveau cycle de violence, lundi, 103 Palestiniens, dont 27 enfants, ont été 27 enfants. Donc un tiers des morts sont des enfants. C'est important à le noter, hein, je vous le dis. Ont été tués dans la bande de Gaza et 580 blessés selon un dernier bilan du ministère local de la Santé. En Israël, 7 personnes, dont un enfant de 6 ans et un soldat, ont péri. Un enfant aussi du côté israélien. Session publique du Conseil de sécurité de l'ONU dimanche. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra dimanche à 14h GMT une réunion virtuelle publique sur le conflit israélo-palestinien, après des tergiversations avec les États-Unis qui ont refusé qu'elle se tienne vendredi, ont indiqué jeudi des diplomates. La session a été demandée par la Tunisie, la Norvège et la Chine. L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, le Norvégien Thor Wennesland, ainsi que des représentants d'Israël et de Palestine devraient y participer. Les États-Unis, qui avaient refusé une réunion d'urgence dès vendredi, a proposé qu'elle se tienne mardi. On était d'accord pour avancer la réunion. Ont été d'accord pour avancer la réunion à dimanche, a précisé un diplomate. Un peu plus tôt, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken
avait assuré devant la presse à Washington que les États-Unis étaient favorables à ce qu'une réunion ait lieu en début de semaine prochaine. J'espère que cela donnera un peu de temps à la diplomatie pour apporter des résultats et voir si nous obtenons une vraie désescalade, a dit le responsable, qui avait dépêché la veille un émissaire en Israël et dans les territoires palestiniens. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des troupes israéliennes ont cependant pénétré dans la bande de Gaza dans le cadre de l'opération militaire en cours contre le gouvernement islamiste palestinien Hamas, selon l'armée israélienne qui a déployé chars et blindés le long de l'enclave palestinienne. Depuis lundi, les États-Unis ont accepté 2 visioconférences à huis clos et en urgence sur le conflit israélo-palestinien, mais refusé 2 déclarations communes appelant à un arrêt des hostilités, en les jugeant contre-productives à ce stade. La tenue de réunions virtuelles, pratique courante à l'ONU depuis mars 2020 pour cause de la pandémie de Covid-19, requiert un consensus parmi les 15 membres du Conseil de sécurité. La réunion de vendredi avait été demandée par 10 membres sur 15 du Conseil. Tunisie, Norvège, Chine, Islande, Estonie, France, Royaume-Uni, Saint-Vincent et les Grenadines, Niger et Vietnam. Dans leur prise de position depuis le début du conflit, les États-Unis ont réclamé le droit d'Israël, ont réaffirmé le droit d'Israël à se défendre contre les tirs de roquettes du mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, mais aussi appelé à la désescalade. Ils ont également demandé à Israël de faire tout son possible pour éviter des victimes civiles. Donc voilà, hein. Euh, Alors, ce qu'il y a à noter sur la situation israélo-palestinienne, évidemment, c'est les tensions politiques qui règnent au-delà. Enfin, il y a les violences, évidemment, il y a la guerre pour l'instant entre ces deux. Enfin, une guerre unilatérale. Hein, il y a des soldats officiellement que d'un côté. Euh, Ce qu'il faut savoir sur le conflit israélo-palestinien à l'heure actuelle, c'est la situation politique à l'intérieur des deux parties en présence. Donc la Palestine actuellement est dirigée par, je vais regarder ça parce que le nom. Non, Wikipédia ne répondra pas à ma question. Voilà, les dirigeants actuels. Mahmoud Abbas. Donc voilà, qui a été élu, qui est entré en fonction le 15 janvier 2005, et qui en fait ne veut pas réellement rendre le pouvoir. Et donc, ça c'est quelque chose. Hein. Alors que la population palestinienne est une population éduquée, qui est consciente de ses droits démocratiques et qui demande euh, cette élection, et Mahmoud Abbas la refuse, parce qu'il sait qu'il part perdant dans cette campagne. Euh, il y a du népotisme, il y a de la corruption, il y a un tas de choses qui font que le système palestinien n'est pas le plus n'est pas le plus démocratique du monde pour l'instant. En tout cas, du fait des dirigeants actuels, hein. Pas du tout du fait de la population. Et alors, en Israël, ils en sont, je crois, à la 3e ou à la 4e élection euh, pour former un gouvernement. Donc, ils se retrouvent dans une crise politique, je l'imagine similaire à la crise politique qu'il y a eu en Belgique. Donc, ils cherchent à former un gouvernement et ils n'y arrivent pas. C'est Benjamin Netanyahou qui a le pouvoir pour l'instant, qui semblerait-il ait du mal à le rendre lui aussi. Donc voilà, d'une part il y a des tensions politiques, de l'autre part il y a des tensions politiques, et évidemment, euh, dans ce genre de cas, faire la guerre à l'extérieur est un bon moyen de réaffirmer son autorité, de réaffirmer ses troupes, de voilà. C'est une situation compliquée. Donc maintenant on va lire une situation encore plus compliquée, c'est celle des Arabes israéliens.
Alors, les Arabes israéliens, ce sont près d'un cinquième, donc c'est un article écrit par Baudouin Loss, journaliste au service Monde, le 13/5 2021, à 16h51 si vous voulez le savoir. Il va nous parler de ces Arabes qui vivent en Israël et qui ont un statut particulier, mais qui malgré tout soutiennent leurs frères en territoire occupé, comme nous allons le lire. Les Arabes israéliens sont les Palestiniens de 1948. Près d'un cinquième de la population israélienne est arabe, palestinienne donc. Lors des événements de ces derniers jours, de nombreux Arabes israéliens ont manifesté pour leurs frères des territoires occupés. Alors sur la photo, on peut voir un cercueil porté par la foule et qui est rempli, je vais dire ça comme ça, mais qui contient le corps d'un homme mort, Moussa Hassouna, qui est un Israélien palestinien de la ville de Lod, et qui est emmené au cimetière, recouvert d'un drapeau palestinien. Ça, c'est la photo. Vous liez la légende. Hein. Continuons. Qui sont donc ces Arabes israéliens, comme on en a coutume de les désigner, dont certains sont soudain devenus partie prenante dans les incidents violents qui se sont développés en Israël depuis quelques jours? Il s'agit de la principale minorité au sein de l'État hébreu, un petit cinquième de 9 millions d'habitants. La désignation arabe israélien dissimule une réalité simple, ce sont des Palestiniens de nationalité israélienne. Les plus âgés parmi eux ont connu la Palestine sous le mandat britannique qui s'était clôturé en 1948 par une guerre et la création d'Israël. À l'époque, de ce que les Israéliens décrivent comme leur guerre d'indépendance et que les Palestiniens considèrent comme le Nakba, catastrophe, la majorité de la population palestinienne, 750 000 personnes environ, avait fui devant l'arrivée des forces juives ou avait carrément été expulsée. Mais une minorité d'un peu plus de 150 000 âmes avait, au gré des circonstances, réussi soit à rester chez elle, soit à trouver refuge dans une autre agglomération arabe, dans ce qui devenait Israël. Discrimination multiple, ces Palestiniens israéliens ont vécu, dans leur grande majorité, sous un régime militaire sévère et la loi martiale jusqu'en 1966. Leurs terres ont été le plus souvent confisquées. Le rapport de Human Rights Watch du 27 avril dernier, assimilant le sort des Palestiniens à l'apartheid, évoquait aussi ces Israéliens arabes. Les confiscations de terres et les politiques discriminatoires en matière de terres et de logement ont créé une situation où la majorité des citoyens palestiniens d'Israël vivent dans des municipalités palestiniennes surpeuplées, qui ont juridiction sur moins de 3% de toutes les terres en Israël. Les discriminations dont ces minorités souffrent sont de la nature diverse. Le député Ahmad Tibi nous en parlait en 2015 dans une interview. Nous ne sommes que 8% des employés du secteur public. Il y a d'ailleurs plusieurs administrations publiques sans le moindre arabe. À la Banque centrale, par exemple, au sein de la Compagnie nationale d'électricité, plus grande pourvoyeuse d'emplois, nous ne sommes que 2,4%. Et presque aucun arabe dans les trois catégories hiérarchiques supérieures du service public. Il y a un double système de lois et d'allocation de ressources en Israël. L'un massif pour les juifs, l'autre pour la minorité arabe qui souffre de marginalisation dans tous les aspects de la vie. Allocation des terres, emploi, budget, zone industrielle, agriculture, éducation, lutte, culte, etc. Alors, proposition de lecture, l'ONU impuissante face à la crise israélo-palestinienne. Donc on va peut-être lire ça après. Le dernier gouvernement Netanyahou s'est toutefois donné pour tâche de mieux répartir les ressources, ce qui a réduit le fossé entre les allocations de budget en matière d'infrastructure et d'enseignement entre secteurs juifs et arabes. Mais ce même gouvernement a surtout fait adopter en 2018 une loi fondamentale, qui a valeur de constitution, pour affirmer qu'Israël est le foyer national du peuple juif dans lequel il satisfait son droit naturel, culturel, religieux et historique à l'autodétermination. Ici, on a une autre proposition d'article. Israël, la possible coalition anti-Netanyahou ébranlée par les violences. Donc vous voyez, il y a vraiment un conflit autour de la prise du pouvoir en Israël actuellement. Qui va prendre le pouvoir? Quelle majorité va se constituer au sein du... C'est pas le Mektoub. La Knesset. Je crois que c'est la Knesset, mais je suis pas sûr. L'adoption de cette loi a été très mal vécue par la population palestinienne d'Israël, car elle venait comme officialiser son statut de citoyen de seconde zone. Des citoyens qui s'estiment aussi souvent victimes de racisme.
Pourtant, et c'est un paradoxe, les sondages montrent que les Israéliens palestiniens ne souhaitent pas en majorité vivre dans une éventuelle Palestine indépendante, ce qui ne les empêche pas de manifester leur solidarité avec leurs frères des territoires occupés. Ils assument ainsi dans la douleur leur double identité. Donc voilà, comme nous avons encore pas mal de temps, je vais lire encore un article. Alors là, s'il y avait eu du monde chat, j'aurais sans doute fait voter entre l'ONU impuissante face à la crise israélo-palestinienne ou Israël, la possible coalition anti-Netanyahou, ébranlée par les violences. Bon, comme je suis seul, je vais choisir Israël, la possible coalition anti-Netanyahou, ébranlée par les violences. C'est pour savoir un petit peu quelle est la situation politique du côté israélien, qui peut mener à ce que ça, pas à ces tensions, pas à cette violence, mais à ce que le pouvoir trouve un exutoire dans cette opportunité qui existe maintenant de faire la guerre aux Palestiniens. L'exutoire politique, j'entends. Voilà, alors une photo de Benjamin Netanyahou, Premier ministre en affaires courantes. Donc c'est comme chez la crise politique chez nous, hein, donc le gouvernement d'affaires courantes, en attendant qu'on trouve un gouvernement exécutif accepté par les majorités parlementaires. Alors, Israël, la possible coalition anti-Netanyahou ébranlée par les violences. Un test grandeur nature avant même l'avènement d'une coalition de l'opposition en Israël. Les négociations entre les partis qui tentent de s'unir pour rejeter Netanyahou dans l'opposition sont menacées par la flambée des violences. Alors que, je vais boire, alors que la spirale des violences enflamme Jérusalem, le sud-ouest d'Israël et la bande de Gaza, et que les morts s'additionnent, la victime collatérale des événements pourrait bien s'appeler le gouvernement du changement, que 8 partis israéliens tentaient de mettre sur pied depuis que le centriste Yair Lapid s'était vu confier cette tâche. On nous propose encore des articles qui approfondissent ce sujet en réalité. Alors cet article est écrit par Baudouin Loss, donc le même auteur que lors de... Donc il a l'air d'être celui qui suit précisément les affaires d'Israël et de la Palestine. Du coup. Ces partis, très hétéroclites dans leur vue politique, hormis leur volonté de renvoyer le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou dans l'opposition, négociaient fiévreusement depuis le 6 mai, et la presse israélienne signalait encore ce dimanche de gros progrès et même un possible accord rapide qui aurait vu le nouveau gouvernement prêter serment la semaine prochaine. Mais la flambée des violences est venue tout remettre en question, puisque Mansour Abbas, chef d'un nouveau petit parti arabe d'obédience islamiste, a suspendu ce lundi sa participation pour parler avec les autres formations de l'opposition. Or, les 4 sièges de RAM, son parti, sont nécessaires à cette opposition pour obtenir 61 voix sur 120 au Parlement israélien, la Knesset. Voilà. Déjà, rien qu'entre les 7 autres partis en négociation, la situation engendre un fameux malaise, puisqu'on y retrouve 3 partis de la droite ultranationaliste, 2 formations centristes et 2 de gauche, dont les traits pro-paix, Meretz. Or, toutes les voix comptent. Si Netanyahou, toujours titulaire du poste de Premier ministre, mais en affaires courantes, comme on dirait en Belgique, n'a pas été à l'origine des violences à Jérusalem, il doit néanmoins observer la séquence des événements avec grand intérêt. Comme l'écrit Yossi Vertez du Haaretz, ça doit être un journal, ce qui s'est passé à Jérusalem du côté de Gaza constitue pour lui une incitation à ne pas se précipiter pour calmer la situation. Donc voilà, il paye son crédit politique sur le dos des morts. Hein. Donc je rappelle, 27 enfants Palestine, 1 en Israël. Donc voilà, il garde le pouvoir au prix de ses morts. Hein. Si il ne fait rien pour débloquer la situation le plus rapidement possible et désescalader dans les violences. Une dernière faveur du Hamas à Netanyahou. Ainsi écrit encore le Haaretz sous la plume d'Amos Harel. Ironiquement, le Hamas s'accorde donc une dernière faveur à Netanyahou. La poursuite de la conflagration dans les territoires est susceptible d'enterrer le gouvernement de changement avant même qu'il ne soit né. Chaque jour qui passe sous le feu réduira les chances de réussite du bloc anti-Netanyahou.
Le Jérusalem Post fait d'ailleurs le même constat. Les émeutes à Jérusalem et les tirs des roquettes depuis Gaza, écrit Lahav Arkov, ne font que souligner les bases fragiles sur lesquelles le gouvernement alternatif sans Netanyahou serait construit. Les réalités du Moyen-Orient pourraient faire trébucher la coalition du changement naissante avant même qu'elle n'ait eu une chance de se présenter. Il n'y a là en réalité rien d'étonnant. Comme des partis de la droite extrême proches des colons en pleine expansion dans les territoires palestiniens occupés pourraient-ils trouver un terrain d'entente avec Mansour Abbas, palestinien israélien, islamiste de surcroît, sur des questions qui touchent le consensus israélo-palestinien comme la répression, le siège de Gaza et d'ailleurs la colonisation. Il s'agit d'une approche aporie. Il s'agit d'une apparente aporie, une difficulté insurmontable, sauf si, de manière improbable, le dit Abbas accepterait de trahir ses propres valeurs. Donc, pour ceux qui ont besoin de le savoir, dont je fais partie, qu'est-ce qu'une aporie? Une aporie est une difficulté à résoudre un problème, une contradiction insoluble dans un raisonnement. Voilà, une aporie. Effectivement, c'est une aporie. Alors, bon, s'il y avait eu du monde dans le chat, là c'est le moment où je discute avec vous pendant environ une vingtaine de minutes avant de couper le live. Puisqu'il n'y a personne, je vais couper maintenant et publier cette vidéo sur YouTube demain ou après-demain. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous. Je prends mon petit papier agenda. On se donne rendez-vous demain de 14 à 16 heures pour la rubrique internationale. Donc on a déjà fait une part de la rubrique internationale aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'actualités belgo-belges. Mais demain, c'est spécifiquement de 14 à 16 tourné vers l'international. Donc on va se repencher sur le conflit israélo-palestinien, on va se pencher sur ce qui se passe aux États-Unis pour le moment avec le plan Biden, on va essayer de se pencher aussi sur ce qui se passe en Inde avec le Covid-19, et on va chercher des articles voilà, sur l'actualité brûlante à l'international. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, qu'elle démarre bien. Moi, je vais aller faire mes petites courses au magasin. Et à plus. Salut tout le monde.